You're nothing, Jon Snow. Got a theory, could be Barney's. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that damn I may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Anaïs Bordage et à mes côtés se trouve l'ailière droite de ce podcast, Marie Telling. Salut Marie. Salut Anaïs. Cette semaine, retour dans les années 90 avec la nouvelle série Yellow Jackets, désormais disponible sur Canal+, après un énorme succès outre-Atlantique. Sororité, secret et cannibalisme, tels sont les ingrédients de cette série mystérieuse, grunge et déjantée. Alors qu'est-ce qui rend Yellow Jackets si addictive ? Est-ce que le cannibalisme, c'est si grave que ça ? On vous dit tout dans cet épisode qui contiendra... Non, on n'en parlera pas ou non, c'est pas si grave que ça ? Non, c'est pas si grave que ça. On vous dit tout dans cet épisode qui contiendra une dernière partie 100% spoiler. On vous préviendra, ne vous inquiétez pas. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic cette semaine ? Je pense honnêtement qu'au moment où cet épisode sera diffusé, tout le monde aura vu la série, mais c'est la série Drôle qui vient de sortir sur Netflix. C'est la nouvelle série de Fanny Herrero, qui était la créatrice de 10%, et c'est une série sur l'univers du stand-up avec un casting assez jeune d'acteurs qu'on ne connaît pas forcément. Et pour moi, c'est vraiment ça, mon coup de cœur, en fait. C'est le casting. Il y a d'abord Younes Boussif qui joue Nézir, et alors là, franchement, c'est... Gros crush. Énorme crush, coup de foudre. Il est absolument adorable et excellent dans le rôle. Il joue un comédien qui essaie de survivre grâce au stand-up tout en s'occupant de son père. Il y a aussi Mariama Gay qui est aussi excellente, qui joue, elle, une comédienne de stand-up qui connaît enfin le succès et qui doit concilier son succès naissant avec sa vie de famille. Il y a Jean Sihuen qui joue Bling, qui lui était un comédien très connu mais qui est un peu sur la pente descendante, disons, et qui a un peu de mal. Un peu, ouais. Ouais, et qui est pas forcément hyper sympathique tout le temps. Qui est assez attachant quand même. Enfin, Oui. La série arrive bien justement à pas trop le vilifier, quoi. Oui, on voit ses bons côtés. Et enfin, il y a Elsa Gage que j'adore, moi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui apparemment ont pas trop aimé son personnage d'Apolline, qui est une espèce de grosse bourge, mais c'est elle est la géniale. meilleure, en fait. Elle est géniale. Pour moi, elle me rappelle un peu Rachel Bloom dans Crazy Ex-Girlfriend. Enfin, elle est complètement perchée. Ouais. Elle est très intense. Elle est vraiment bizarre. C'est un peu genre la Jenny Slate française aussi. Oui, c'est ça. Et elle a vraiment un côté complètement décalé, mais hyper charmant que j'adore. Ouais, moi aussi, j'ai eu un gros coup de cœur pour elle. Donc voilà, cette série, si vous l'avez pas encore vue, regardez-la. Honnêtement, c'est très sympa et ça fait plaisir de voir une production française Netflix qui soit aussi bonne, en fait. Enfin. Ouais, et bien clair. écrite. C'est une comédie vraiment bien écrite. Donc c'est très plaisant. Et toi, Anaïs, c'est quoi ton pic ? Mon pic, c'est un pic que j'ai déjà fait il y a quelques semaines. Je me demande si on l'a même pas fait 2 fois, même. C'est possible. Mais j'insiste vraiment. Pour les grandes de l'industrie de la télé qui nous écoutent, je vous avais déjà parlé de Station Eleven, une série HBO Max qui est sortie en décembre aux États-Unis et que j'attendais avec impatience puisqu'elle est tirée d'un roman dystopique qu'on a toutes les deux beaucoup aimé. Ça commence avec une pandémie, mais c'est pas forcément hyper anxiogène. En fait, c'est très mélancolique. Ça va plutôt ressembler à The Leftovers dans le ton, puisque ça parle à la fois du début de la pandémie et ensuite, 20 ans plus tard, d'une troupe d'acteurs shakespeariens qui parcourent les États-Unis pour répandre un peu l'art et rappeler que la survie n'est pas suffisante, qu'il faut aussi vivre et notamment se nourrir d'art pour apprécier la vie même en temps de pandémie. Et j'ai enfin pu voir les 2 premiers épisodes de la série au Festival Sérimania. J'avais des attentes démesurées, vous l'aurez compris. Et donc, j'avais très, très peur d'être déçue. Et en fait, c'était absolument sublime. Dès les premières minutes, j'avais déjà envie de pleurer. La musique est géniale, le casting est super. Il y a Mackenzie Davis qui joue un des personnages principaux, qui est une actrice super qu'on avait vue dans Halt and Catch Fire, Black Mirror, etc., etc. Et en fait, ce qui m'a vraiment agréablement surprise, c'est à quel point ils arrivent à transposer le ton du roman qui est très très bien écrit en un langage visuel qui n'a pas besoin de surjouer dans la voix off ou de tout nous expliquer avec beaucoup d'exposition. C'est très lyrique, c'est vraiment très mélancolique. Il y a aussi pas mal d'action et il y a plein de mystères que j'ai hâte de voir se développer. Et donc voilà, la série n'a toujours pas de date de diffusion en France. Donc j'espère vraiment que très prochainement quelqu'un va décider de la diffuser chez nous parce que c'est une merveille. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures séries que j'ai vues récemment, en tout cas les 2 premiers épisodes.
Bon, on va passer à une autre série qui est un gros phénomène critique et populaire aux États-Unis, c'est Yellow Jackets, qui est sortie elle aussi il y a quelques mois aux États-Unis et c'était le gros buzz série du moment. Et la série a été créée par Ashley Lyle et Bart Nickerson. Et elle est enfin sortie en France sur Canal+. On va voir un petit peu comment ça se passe ici puisque la sortie est plus récente. Est-ce que tu peux nous dire rapidement, Marie, ce que c'est le pitch de Yellow Jackets ? Yellow Jackets, c'est une série sur une équipe de foot féminine de lycée dans les années 90 au New Jersey qui part pour jouer dans la compétition nationale. Elles ont été qualifiées, donc c'est un peu les stars de leur lycée. Elles prennent l'avion et l'avion s'écrase au milieu de la forêt canadienne. Et elles sont complètement paumées au milieu de cette forêt et elles vont devoir survivre pendant 19 mois. Et en fait, en parallèle de cette histoire, on suit le quotidien de plusieurs des survivantes en 2021, donc plus de 20 ans plus tard, où en fait on comprend déjà qui a survécu, même si on n'est pas sûr de exactement le nombre de survivantes ou de survivants, parce qu'il y a aussi des hommes. Mais on sent qu'il y a un énorme trauma et surtout qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de leur survie, sur le fait qu'elles auraient pratiqué du cannibalisme. C'est montré dès le premier épisode, donc on sait que c'est le cas, mais on ne sait pas comment elles en sont arrivées là. Et on découvre aussi qu'il y a d'autres mystères liés à leur survie et leur disparition et à leur vie aujourd'hui. Et donc, j'ai adoré. I'll never forget the day I heard their plane had gone missing. What do you think really happened out there? All I know is that what happened was a tragedy. We agreed, say no more than we have to. And the truth is, the plane crashed. A bunch of my friends died. And then the rest of us starved and scavenged and prayed until they finally found us. Ce qui est très cool avec cette série, c'est que c'est une série avec un concept original. Et honnêtement, ces temps-ci, c'est rare de ne pas avoir une adaptation de livre ou un sequel ou un prequel ou un reboot. C'est une série originale, mais moi, ce que j'ai adoré tout de suite, avant même de la regarder, c'était l'idée d'un groupe de filles perdues au milieu de nulle part. Et évidemment, ça rappelle tout de suite Lost, puisque c'est un crash d'avion et un groupe de personnes qui doivent survivre. Et en plus, il y a des flashbacks, des allers-retours temporels. Donc ça aussi, ça rappelle beaucoup Lost, même si là, le passé, c'est ce qui leur arrive dans la nature, alors que dans Lost, c'était le futur. Il y a aussi Sa Majesté des Mouches qui est très présent comme référence. D'ailleurs, les créateurs l'avaient défini comme un Sa Majesté des Mouches féminin avant que la série sorte. Pour rappel, ça raconte l'histoire de plusieurs garçons qui sont livrés à eux-mêmes sur une île et qui essayent de s'auto-gouverner. Et ça fonctionne pas très bien. Et on peut dire que là, dans la forêt, ça fonctionne pas très bien non plus. Mais ouais, moi, j'ai beaucoup apprécié toutes ces références. Ça m'a aussi fait penser à The Wilds, qui est sorti sur Amazon Prime très récemment, il y a 1 ou 2 ans, et qui était aussi sur un groupe de filles qui s'écrasent sur une île déserte. Et j'adore ce genre de récit, en fait. Enfin, les histoires de survival, c'est vraiment ma came. Et en plus, là, vous l'aurez sans doute compris, en entendant parler du cannibalisme, ça s'inspire aussi de plusieurs faits réels, et notamment le crash dans la cordillère des Andes d'une équipe de rugby masculine, cette fois-ci, qui avait dû recourir au cannibalisme pour survivre. Et ce qui a donné un petit peu l'envie aux créateurs de renforcer ce côté féminin, c'était qu'on leur disait que jamais des filles feraient quelque chose d'aussi cruel et barjot que ce qui s'était passé dans les Andes, alors qu'en fait, si. Si l'on en croit la série. Voilà. Tu l'as dit, il y a eu un énorme buzz au moment de sa diffusion aux États-Unis, surtout sur Twitter. Si vous suivez des critiques ou juste des fans de séries américains, toutes les semaines, parce qu'elle était diffusée de façon hebdomadaire, il y avait énormément de réactions sur Twitter après chaque diffusion d'épisode et énormément de théories aussi liées à la série. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout vu ça en France et c'est peut-être lié au mode de diffusion. En France, toute la série a été balancée d'un coup et c'est quelque chose dont on a déjà parlé ici. Ça donne un mode de visionnage très différent et ça permet pas forcément à la sauce de monter toutes les semaines. Moi, je pense que c'était peut-être une erreur de le diffuser comme ça en France. On verra après, clairement, la réception est quand même bonne. Et toi, par exemple, tu l'as bingé et t'as quand même adoré. Donc, Mais c'est vrai que moi, j'aurais bien aimé avoir les mêmes discussions hebdomadaires que les Américains ont pu avoir autour de la série. Et en plus, en suivant ça de loin, j'avoue que la hype était énorme. Et après, en le regardant à toute vitesse, c'était un peu différent, quoi. Faut dire aussi que le succès et le buzz n'étaient pas que sur les réseaux sociaux, puisque c'est la 2e série la plus regardée de l'histoire de Showtime, de la chaîne. Et le pilote était le pilote le plus regardé depuis Billions en 2016. Donc, c'est vraiment un
succès énorme aussi en termes d'audience. Et d'ailleurs, la série a été renouvelée évidemment pour une saison 2, donc on est contente de savoir que ça va se poursuivre. Bon, on va faire quand même un petit débrief. On l'a compris, tu as beaucoup aimé la série. Qu'est-ce qui t'a plu dans la série ? Moi, je dois dire que ça m'a un peu rappelé tout ce que j'aimais dans les séries de la trilogie du samedi. C'est à la fois un récit adolescent, en plus ça se situe dans les années 90, à la fin des années 90, la BO est incroyable d'ailleurs, et c'est sur un groupe de filles qui se retrouvent dans des situations à la fois tragiques et dans l'adversité, et qui doivent recourir un peu à leur savoir-faire, leur talent, mais aussi à la survie en groupe. C'est hyper grisant de regarder ça en fait, et je trouve ça passionnant. En plus, il y a un aspect horrifique dans la série qui moi m'a beaucoup plu, parce qu'en plus je suis pas une grande consommatrice de récits horrifiques d'habitude, mais quand il y en a un peu, je suis preneuse, et là vraiment je trouve que ça fonctionne très très bien. Et j'ai beaucoup aimé le parallèle aussi avec elle, adulte, parce que ça me rappelle pour le coup plus des séries comme Big Little Lies ou des choses comme ça, avec des rapports de femmes adultes, avec le passé, le trauma, des questions comme ça, qui apportent une dose de maturité à la série en plus. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est vraiment que c'est des personnages féminins hyper complexes, qui sont très très bien joués, très bien incarnés, et que pour la plupart, elles ont un gros pâte-au-casque quand même, parce qu'elles ont un gros traumatisme. C'est pas des blanches colombes, quoi, et vraiment, vraiment pas. Et c'est pas des meufs badass non plus, comme on a pu le voir. Elles ont leur fragilité, et elles sont, pour certaines, complètement sociopathes. Mais c'est assez kiffant de voir ça, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a plu. Ceci dit, je sais qu'on n'est pas exactement du même avis. Toi, t'as pensé quoi de la série ? Moi, j'ai aussi beaucoup aimé la série. J'ai pas grand-chose à lui reprocher, mais je suis beaucoup moins enthousiaste, en fait. Et je sais qu'on en a déjà parlé un petit peu toutes les deux. Ça me rappelle un peu la réaction que j'avais eue avec la saison 2 de Fleabag, que je trouve parfaite, rétrospectivement, et que j'ai trouvé vraiment géniale quand je la regardais. Mais il y avait un tel buzz autour et une telle hype. J'avais l'impression que ça me permettait pas vraiment d'apprécier la série, moi, à mon propre rythme. Et là, c'est un petit peu différent, mais en gros, le buzz est tellement monté quand la série était diffusée aux États-Unis. Moi, j'avais regardé quelques épisodes déjà au moment de la sortie américaine, et j'avais beaucoup aimé. Mais après, j'ai lâché. Je me suis dit, j'attends que ça sorte en France. Et du coup, j'ai été un petit peu déçue. Pas parce que c'est pas bien, mais parce que j'en attendais encore plus. Par exemple, tu parles de l'aspect horrifique. Je pensais qu'il serait beaucoup plus poussé. Et d'ailleurs, quand on voit le pilote qui est excellent, l'aspect horrifique est très présent. Le pilote a été réalisé par Karine Kusama, en plus, qui est une réalisatrice de films d'horreur féministe. Et je trouve que ça place la barre très très haut, la scène d'ouverture et toutes les petites touches horrifiques qu'on a dans le pilote. Et après, j'avais du mal à retrouver ça. Enfin, je trouvais que c'était vraiment par toutes petites touches. Mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus punk, en fait, dans la manière dont les gens en parlaient. J'ai du mal à ressentir l'espèce d'extase que toi, tu ressens, ou que beaucoup de gens ont ressenti avec la série. Je pense parce qu'il y a eu peut-être un peu trop de hype autour, et que donc mes attentes étaient démesurées. Ce qui est marrant, c'est que moi, je pense que je me suis un peu plus préservée de la hype, en fait, parce que dès que je voyais... Déjà, ça m'énerve, en fait, quand tout le monde parle d'un sujet sur Twitter, ou dès que je voyais le mot Yellow Jacket, je passais à autre chose et je voulais pas trop regarder. Et j'avoue que le pitch de la série, je sais pas, ça me parlait... j'avais envie de le voir, mais j'étais pas non plus en train de me dire « Waouh, j'ai trop hâte ». J'avais pas placé beaucoup d'attentes sur la série, en fait. Ouais. Et je pense que c'est aussi peut-être pour ça que j'ai pas été déçue, et qu'au contraire, j'ai été hyper séduite, quoi. Comme tu le dis, ouais, je pense que je pensais être tellement la cible d'une série comme ça, justement dans l'horreur, que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus poussé, et que ça l'était pas tant que ça. Et même sur les personnages féminins complexes, je pense que c'est une bonne chose, c'est-à-dire qu'il y en a eu tellement ces dernières années que là, ça m'a pas particulièrement frappée. Enfin, je me disais pas qu'elles étaient si complexes que ça, ou si différentes d'autres personnages féminins que j'ai pu voir dernièrement. Et donc, ouais, je restais un peu sur ma faim, sans mauvais jeu de mots, sur la série. Et je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est la question des enjeux, c'est-à-dire que comme je sais que la majorité des personnages qui sont vraiment développés dans la partie passée sont en vie, j'ai jamais eu peur pour elles. Et en fait, il y en a sans doute d'autres qui sont mortes ou morts, mais les 4-5 personnages principaux, y compris Travis, le mec qui est bien développé aussi dans la nature, dans la forêt, on sait qu'ils ont tous survécu jusqu'à 2021, et donc j'arrivais pas à ressentir forcément un grand enjeu de ce côté-là. Et donc en fait, il me manquait, tu vois, cette petite crainte, et j'avoue que moi, dans ce genre que je pensais que j'allais retrouver dans cette série, ce qui est très plaisant, c'est de les voir un peu tomber les uns ou les unes après les autres, quoi. Ben non, mais c'est le principe du slasher, quoi, tu vois, c'est les adolescents
adolescents qui font tous des conneries et il y en a un qui part seul dans la forêt et il revient pas. Et ça crée une tension psychologique supplémentaire sur les autres parce qu'ils savent que l'un d'entre eux a disparu ou est mort. Et donc, je pensais retrouver ça et au final, c'est pas vraiment là que se situent les enjeux. Et donc, je pense que j'ai dû réajuster aussi mon appréciation de la série parce que j'ai réalisé que c'était pas forcément ce que j'avais imaginé par rapport à tout ce que j'avais lu avant de la voir, quoi. Mais là, on dirait que j'ai pas apprécié du tout la série, mais encore une fois, c'est exactement comme Fleabag, c'est-à-dire que j'ai l'impression du coup de me retrouver à être la meuf qui dit que c'est pas bien, alors que c'est pas du tout ça. J'ai trouvé ça vraiment génial. Mais j'ai pas d'enthousiasme sur la question et je pense que dans un an, ça restera pas comme une série qui m'aura marqué. Mais au moment où je regarde les épisodes, je les trouve vraiment très divertissants. Et comme tu l'as dit, déjà, la musique est géniale. Et pour moi, l'aspect le plus réussi, c'est le côté féminin de la série. Parce que c'est des meufs, mais c'est aussi des sportives. Donc, quand elles se retrouvent toutes seules dans la nature, elles commencent toutes déjà à se dire « Ok, on va chasser, on va apprendre à tirer, on va utiliser des fusils, on va casser du bois. » Enfin, elles sont hyper proactives. C'est pas des petites natures, entre guillemets. Et ça, c'est hyper plaisant. On les voit gérer leurs règles, par exemple, en pleine nature. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des survival. Et à l'âge adulte, pour le coup, on les voit aussi de manière très politiquement incorrecte se remémorer comment elles peuvent découper un cadavre, par exemple, ou ce genre de choses. Do you still remember how to do that? It's just like riding a really gross, fucked up bike. Donc ça, c'est vrai que c'est très, très marrant. Et il y a un côté assez subversif, même si je pensais qu'il serait plus poussé. Mais j'avoue que c'est très jouissif de voir des meufs s'emparer de tout un genre qui est d'habitude plutôt réservé aux hommes. Je suis pas trop d'accord sur les personnages féminins complexes et le fait qu'elles ressemblent à d'autres personnages féminins complexes. Après, bon, je pense qu'il y en a certaines où, évidemment, ça évoque Villanelle de Killing Eve ou des choses comme ça. Mais je trouve que la personnage de Misty, par exemple, qui est une petite psychopathe, qui est jouée par Christina Ricci à l'âge adulte, c'est jouissif de la regarder, en fait, parce qu'elle est complètement perverse, elle est en attente totale d'amour, elle manipule tout le monde autour d'elle. En fait, elle a un rencard à un moment et tu sens... Elle fait un espèce de chantage affectif constant à sa date qui n'a qu'une envie, c'est partir. Well, this was, Do you want to come inside? Et elle est là. Oh, I see. It's because you think I'm ugly. If you thought I was pretty, you'd come inside. Mais c'est parce que je suis moche, c'est ça, ou des choses comme ça. Du coup, finalement, évidemment, il reste. Et elle a un côté où, quand tu la rencontres, qui est limite touchant parce qu'elle est très enthousiaste, elle est très pépi, elle est très douce. Et en même temps, tu sens qu'elle est désespérée à l'idée d'être aimée. Et je trouve son personnage, le fait qu'au fond, ce soit la pire d'entre elles et celle qui est la plus tordue, mais qu'en même temps, toutes les filles le voient, elles le comprennent très très vite. C'est jouissif à regarder. C'est pas forcément le personnage le plus complexe, mais moi, celle qui m'a beaucoup plu, c'est celle qui est jouée par Melanie Lynskey, qui est Shona, qui en fait... pour moi, le personnage le plus intéressant, surtout à l'âge adulte, où tu sens justement ce que tu disais sur découper des animaux. Il y a une scène où, en fait, elle fait vraiment mère de famille un peu normale, quoi. Enfin, on sent que son couple n'est pas au beau fixe et que sa fille est une petite conne. Mais, en fait, elle tue les lapins de son jardin. Et à un moment, il y a une scène où elle décapite un lapin. Elle le vide, elle maîtrise à la perfection cette technique. Et elle en fait un chili con carne au lapin. C'est parce que sa fille avait pas décongelé la viande. Et quand son mari lui dit autour du dîner « Mais putain, c'est hyper bon ton chili, comment t'as fait ?» Elle dit avec sa petite voix douce Callie forgot to take the meat out of the freezer, so I killed a rabbit in the garden. Ah ben, elle avait pas décongelé la viande, donc j'ai tué un lapin, je l'ai découpé en morceaux, et sa famille pense qu'elle rigole. Et en fait, elle, son personnage, je l'ai trouvé assez fascinant, parce qu'il y a des moments comme ça, mais en même temps, on sent... Même quand elle est dans la forêt avant, on sent toute la complexité, le fait que elle a un rapport un peu de jalousie avec sa meilleure amie qui se traîne sur des années parce qu'elle finit par être mariée en fait avec le copain de sa meilleure amie qui est morte dans la forêt. Enfin, j'ai trouvé son personnage, la façon dont elle a été écrite, fascinant. Je trouve que Melanie Lynskey est incroyable dans ce rôle et je trouve que sa relation de couple avec son mari est surprenante. C'est-à-dire que ça va pas forcément dans les directions où tu penses que ça pourrait aller. Et lui, son rapport à elle est bien plus ambivalent que ce que tu crois au début, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça très intelligent. Et je trouve que son personnage est vraiment très, très bien développé, quoi. Je suis parfaitement d'accord avec tout ce que tu dis. Après...
Moi, je pense que le truc qui m'a empêché de rentrer dedans autant que toi, c'est aussi le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, c'est pour ça que j'ai du mal à les trouver... Enfin, c'est pas que je les trouve pas complexes, c'est juste que je les trouve pas plus complexes que justement les personnages de Big Little Lies ou d'autres, tu vois. Enfin, mais je pense qu'on a été gâtés et tant mieux, tu vois. Oui, mais qu'en fait, elles ont pas besoin d'être plus complexes pour être Non, c'est ça. intéressantes dans l'environnement de la série, quoi. Non, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, j'étais pas surprise. Enfin, je pense que parfois, il y a un tel manque dans certains aspects de la pop culture que quand on découvre, tu vois, enfin un portrait d'un personnage qu'on a rarement vu, on ressent une espèce d'extase ou d'exaltation vraiment puissante. Et là, je l'ai pas ressenti avec ces personnages-là parce que on a de la chance. Ces dernières années, on a eu beaucoup, beaucoup de personnages très complexes niveau personnage féminin. Et donc, je dis pas qu'il faut qu'elle le soit plus, c'est juste que du coup, ça m'a pas particulièrement frappée en voyant la série parce que je me disais, c'est des personnages chouettes. Ça m'a pas transcendée. Et je trouve aussi que, ouais, en fait, c'est sans doute l'aspect de la série qui fonctionne bien pour la plupart des gens. C'est le fait qu'elle mélange beaucoup de genres, beaucoup de tons et qu'il se passe beaucoup de choses. Et moi, parfois, je trouvais qu'il se passait un peu trop de choses. Je l'ai vu, après, pas dans le même contexte que toi, c'est-à-dire que j'ai pas tout regardé d'un coup. Je les ai regardés, ces 10 épisodes, sur plusieurs mois. Et parfois, du coup, quand j'y revenais, j'avais déjà oublié plein de choses. Ça me marquait pas, quoi. Et je pense que c'est parce qu'on a vraiment, dans chaque épisode, 5, 6, 7 personnages, plusieurs temporalités, et que donc, honnêtement, c'est un peu compliqué parfois de autant rentrer dedans et de les sentir vraiment développés. C'est vrai que Shona, elle fait sans doute partie des plus développées, mais par exemple, moi, à l'adolescence, je la trouve un peu relou parfois, quoi. C'est ça que je trouve intéressant, justement, c'est parce que c'est des personnages féminins qui sont à la fois... S'il y avait que l'aspect adolescent, ça serait très limitant, alors que là, les voir adultes aussi... Même, il y a un personnage qui est joué par Juliette Lewis, qui est une addicte, en fait, à l'âge adulte, et on la voit dans la forêt à l'adolescence, et c'est pas du tout la même personne, en fait. Et on comprend tout le trauma et toutes les années d'addiction, ce que ça a pu faire sur sa personnalité. Mais pour revenir à ce que tu dis sur l'enchaînement d'intrigues... Moi, j'aime ça, en fait. Enfin, justement, c'est ça que je trouve bien. On s'ennuie pas une seule seconde dans cette série. C'est bien écrit, c'est bien construit. L'intrigue se tient très, très bien. Pour moi, j'étais tenue en haleine à chaque fois. J'avais envie de découvrir la suite. Il y a des retournements que j'ai trouvés bien faits. C'est hyper efficace et en même temps intelligent et un plaisir à regarder. Et le fait qu'il y ait plein d'autres personnages complexes de femmes, oui, évidemment, mais je trouve que celles-là sont très bien écrites et je trouve qu'elles fonctionnent très bien dans cet univers et tout ça. Et du coup, pour moi, c'est une espèce d'objet de pop culture qui est impeccable du début à la fin. Moi, j'ai pas de choses à lui reprocher. J'ai trouvé ça, c'était hyper réjouissant de regarder ça. Surtout, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série que je trouvais aussi réjouissante avec des ingrédients que j'aime autant. C'est-à-dire que j'adore Succession, on en a parlé, j'ai adoré Mare of Easttown, mais là, en plus, ça cochait mes cases, c'est-à-dire que j'ai toujours adoré les récits d'adolescence, et là, il y a ça. J'adore les récits de survie en général aussi. J'ai toujours adoré les personnages féminins un peu forts qui s'emparent d'environnements difficiles ou des choses comme ça. Et juste la musique, l'atmosphère, le fait que ce soit à la base dans les années 90. Le premier épisode, tu as en plus la vie de lycée. Dans le dernier, tu as une réunion de lycée des années plus tard. Il y a plein de touches qui sont hyper satisfaisantes, surtout pour, je trouve, des fans de pop culture de notre génération qui ont grandi avec plein de teen movies, plein de séries comme Buffy ou des choses comme ça qui ont un cadre très lycée. Ça touche à tout ça, mais de façon différente. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Je suis parfaitement d'accord. Moi, j'ai les réserves que j'ai déjà mentionnées. Mais je pense aussi que la manière dont j'ai vu la série a beaucoup joué. Parce que vraiment, j'ai regardé 3 épisodes et ensuite, le reste n'avait pas été diffusé. Et j'ai attendu 1 ou 2 mois avant de voir la suite. Et donc, je me souvenais quasiment plus. Enfin, à part qu'il y avait du cannibalisme, j'avais déjà zappé. Justement, quand tu parles de l'efficacité, des rebondissements constants, bah ouais, franchement, si j'avais regardé ça en 4 jours, je pense que j'aurais adoré comme toi, tu vois. Mais en fait, cette efficacité, elle s'est perdue pour moi dans la longueur de la durée de visionnage. Et vraiment, ouais, je restais sur ma faim dans le sens où c'est limite ça, mon reproche, c'est que j'en voulais plus, que je voulais peut-être plus d'épisodes. Quand tu parles des séries de lycée de notre époque, je pense que c'est une série qui pourrait avoir 15 épisodes dans la saison, tu vois, ou 16 épisodes. Oui, mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que là, je me suis dit, j'ai tellement hâte d'une saison 2.
Et je pense aussi, les épisodes durent tous 1 heure. Et honnêtement, je pense que j'aurais préféré un format genre 16 épisodes de 45 minutes parce que j'ai trouvé ça vraiment jouissif. Et à chaque visionnage, en gros, j'ai eu 3 visionnages séparés sur plusieurs mois. Et à chaque fois, j'étais à fond. Et là, en voyant les 2 derniers épisodes, j'étais vraiment à fond et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Mais ouais, j'ai envie d'en savoir plus parce qu'il y a tellement de personnages qu'il y a encore tellement de choses qui n'ont été que un tout petit peu égratignées. Et j'ai envie de voir beaucoup plus de développement de plein de personnages qu'on n'a quasiment pas vus. Beaucoup plus de développement de certains personnages principaux comme Misty ou Nat. Enfin, j'ai envie de les voir un peu plus parce que c'est vrai qu'on a beaucoup Shona et les 2 autres, je reste encore un peu sur ma faim. Donc, c'est plutôt une bonne chose. J'ai envie d'en voir plus, mais c'est vrai que là, du coup, à la fin, j'étais là, ok, mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose ou que c'est parti dans tellement plein de directions que, tu vois, j'ai pas encore eu le temps d'assimiler tout. Taïssa, par exemple, on passe quand même pas mal de temps sur elle, mais au final, c'est des petites portions d'épisodes par-ci, par-là, où on voit un peu sa vie de famille à l'âge adulte et sa vie sentimentale à l'adolescence. Mais enfin, tu vois, j'ai l'impression que dès qu'on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet, ça coupe vers l'intrigue d'un autre personnage. Et ça, je pense que ça a été sans doute très plaisant pour toi au visionnage. Et moi, ça faisait beaucoup de choses à assimiler. Et du coup, on passait très, très vite sur plein d'intrigues que j'aurais aimé voir prendre leur temps. Je pense que tu as raison dans le sens que, dans ce que tu dis sur le fait que la façon dont tu as visionné la série a joué. Parce que du coup, pour moi, les petits moments, en fait, comme tu les retrouves sur tous les épisodes, au final, ça fait une trame qui est très bien construite et où tu découvres vraiment le personnage. Et quand tu regardes les épisodes à la suite, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais. Non, mais clairement, c'était une erreur. Hein. Mais Fleabag saison 2, c'était le même problème. On va passer à la partie spoiler. Donc, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, si vous n'avez pas fini encore toute la saison, que vous voulez rester vierge jusqu'au bout, revenez plus tard. L'épisode sera toujours là. Mais maintenant, on va rentrer dans les détails puisqu'on a fini la saison 1. C'est marrant parce que tu avais mis dans le conducteur qu'est-ce que tu as pensé de la fin. Je l'ai vu hier et je me souviens déjà plus comment ça finit. Donc Je me souviens pas exactement de la scène finale, mais je me souviens des révélations de la fin de la saison. C'est-à-dire que dès le début de la saison, on comprend que Misty faisait partie des cannibales. Oui. Mais à la fin, on comprend qui est un peu la reine des cannibales. C'est un personnage qui est secondaire pendant toute la saison, mais qui en même temps prend de plus en plus d'importance. C'est Lottie qui, on le comprend au début, en fait, prend des médicaments pour un problème de santé mentale. À un moment, il y a des flashbacks. On comprend qu'en fait, elle avait des pressentiments très forts, mais qui étaient perçus par son père comme un problème de délire un peu. Et en fait, quand elle arrive dans la forêt, elle n'a plus ses médicaments. À plusieurs reprises, elle va avoir des pressentiments où elle va dire, par exemple, dans la cabane où ils vont, elle va dire « je le sens pas, quoi ». Je veux pas aller dans cette cabane, il s'est passé un truc horrible. Et en fait, quand ils arrivent dans la cabane, ils trouvent un cadavre. À un autre moment, elle a un rêve avec un cerf ensanglanté qui est menaçant et ils vont chasser ce cerf. Et il arrive, en fait, il est pourri à l'intérieur. Elle prédit aussi, à un moment, elle dit qu'elle a rêvé d'une rivière de sang et il croise une rivière rouge. Il y a quelque chose d'un peu mystique là-dedans aussi, parce qu'il y a d'autres personnages, il y en a une qui est très religieuse, qui commence à la percevoir comme quelqu'un qui a une connexion avec l'environnement et peut-être aussi avec l'au-delà, qui fait qu'elle est capable de les protéger d'une certaine manière, mais elle est aussi parfois possédée. Il y a une séance de spiritisme à un moment où elle va être possédée. C'était très cool. Ouais. Elle va être possédée par... Je voulais plus de trucs comme ça, tu vois, là, j'étais à fond. Elle va être possédée par la présence de l'homme qui était là avant et qui est mort. C'est un Canadien français qui dit un Québécois. Je suis Jacques Renaud. Qui dit il a besoin de sang, il faut le nourrir de sang. Et en fait, on comprend que c'est elle qui va pousser les autres filles, et surtout les filles qui la suivent, à se nourrir les unes des autres. Parce qu'on comprend en fait très vite que le cannibalisme, on le comprend dès la première scène, hein, le cannibalisme n'était pas genre il y en a une qui est morte, elles ont décidé de la cuire, quoi. Enfin, c'était vraiment, elles ont chassé des gens. Non seulement, c'est ça, la scène d'ouverture, on voit qu'elles chassent une meuf et qu'elles ont mis un piège et qu'elles la tuent. Et il y a aussi un côté secte, en fait. Ritualisé. Voilà, où elles sont toutes en cercle autour du feu et elles portent toutes des costumes hyper bizarres. Et du coup, on voit pas leur tête, c'est aussi ça le mystère, quoi. Et d'ailleurs, apparemment, il y avait que l'actrice qui joue Misty, jeune, du casting, qui a joué cette scène, puisque toutes les autres étaient des doublures. Donc, on peut même pas se dire, elle a telle corpulence ou quoi. Moi, ce que je trouve très intéressant avec la révélation de Lottie à la fin, on le voit venir au bout de 2-3 épisodes. Enfin, on comprend quand même qu'elle prend une place importante dans le groupe. Ce que je trouve très bien fait, c'est que on en a beaucoup dans le groupe qui sont assez sceptiques dès le début. Et elles sont soit éliminées,
soit réduite un peu à néant au fil des épisodes et on comprend qu'il y a un shift politique dans le groupe. Jackie, qui faisait partie de celles qui critiquaient un peu tout, qui était un peu sceptique, meurt dans le dernier épisode, donc elle est plus là pour s'opposer un peu à Lottie et ses trucs mystiques. Vanessa, qui était plutôt terre à terre au début, la copine de Taïssa, on sent un glissement très progressif au fil des épisodes où elle se laisse convaincre de plus en plus par le mysticisme de Lottie et à la fin, on voit qu'elle fait partie de ses plus grands fidèles en fait. Tu as parlé de la mort de Jackie, ça c'est un autre grand mystère de la première saison. Dès le premier épisode, on comprend qu'elle est morte et dans la première scène, on voit en fait que le cadavre de la personne qui a été piégée avait le pendentif de Jackie. Donc on pense que c'est Jackie qui a été piégée comme ça. Et toi, t'avais remarqué ça en regardant ? Oui, bien sûr, parce qu'on le voit bien le pendentif. Il y a un plan là-dessus et à un moment après, tu la vois jouer avec son pendentif et c'est... Ah ouais. Ça, c'est comme dans Ami, t'es très... Moi, en fait, je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des trucs qui... Enfin, j'ai pas compris pourquoi les gens théorisaient autant sur cette série, mais parce que moi, je prêtais pas attention à ça. Donc, j'avais pas de mystère dans ma tête, tu vois. Il y a même un moment, en fait, où elle donne le pendentif à sa meilleure amie dans l'avion et du coup, tu te dis, ah, peut-être qu'elle avait pas sur elle, mais tu sais que c'est pas Shona qui est morte parce que tu sais qu'elle a survécu, donc... Moi, je pensais pas du tout à ça, quoi. Enfin, pourtant, j'avais juste trouvé la scène d'ouverture géniale, mais je me suis pas dit, ah, c'est le même collier que la meuf portait. Enfin, moi, j'étais focalisée sur le fait qu'elle était empalée sur 3 milliards de branches, tu vois. Genre, ouais, mais il y a un gros gros plan sur le pendentif. Ouais, mais je me suis pas dit ce pendentif va signifier quelque chose pour plus tard, donc je me suis juste dit elle est morte. Enfin, tu vois, j'ai pas pensé au fait que le collier avait une importance. Oui, mais bon, du coup. Mais toi, tu es plus maligne. Non, mais du coup, on sait dès le début de toute façon parce qu'elle est pas revenue, donc on sait qu'elle est morte. Mais la question, c'est un peu comment elle est morte. Quoi ? La seule théorie que j'avais pendant toute la saison 1, c'est que Jackie n'était pas morte. Je me disais, en fait, il y a un moment où on va découvrir qu'elle n'est pas morte et ça va être le gros twist. Ah, mais ça aurait été possible. Mais ouais, remarque que j'y avais pas pensé. Mais enfin bon, ça n'est pas le cas. Ouais. Et en fait, la question, c'est un peu comment elle meurt parce qu'on se dit, c'est horrible, sa meilleure amie a pu se retourner contre elle et la manger. Parce qu'on sent que Shona a une culpabilité par rapport à elle, à l'âge adulte aussi. Et en fait, ce qui se passe, ce qui est intéressant, c'est que Shona et Jackie sont meilleures amies, mais que Shona a couché avec le mec de Jackie derrière son dos. Mais en même temps, ça, c'est des dynamiques de films ou de séries adolescentes, mais qui là sont portées dans un environnement de survie où du coup, on se dit, oulala, le moment où elle va découvrir ça, parce que Shona en fait est enceinte, le moment où elle va découvrir ça, c'est peut-être ça qui va mener à sa mort, c'est peut-être ça la scission. Du coup, des enjeux qui sont des enjeux de séries adolescentes, dans ce cadre de survie, deviennent des enjeux de vie ou de mort, pratiquement, et font partie d'une intrigue beaucoup plus sombre. Et en fait, il se trouve que Jackie, son destin est tragique à la fin, parce que c'était elle la leader, en fait, avant le crash. Mais après le crash, elle ne s'adapte pas du tout à la forêt. Elle a aucune envie d'être dans cette réalité-là. Elle refuse complètement de participer aux tâches, ça la gonfle. Et du coup, elle a de plus en plus de relations difficiles avec le reste du groupe. Et quand elle apprend que Shona est enceinte de son mec, il va y avoir une grosse engueulade et elle va décider de dormir dehors, sauf que c'est la première neige et elle va mourir de froid. Et donc, on comprend en fait qu'elle n'a pas été mangée par les autres. Elles ne sont pas encore cannibales à ce moment-là. C'est à la fin de la série, on ne l'a pas encore vu. On commence à voir des éléments qui vont mener à ça. Mais on comprend que c'est pas elle qui a été mangée au début. Et surtout, on voit sa fin et on voit pourquoi Shona a de la culpabilité, même si c'est indirect. Et moi, j'ai trouvé ça très bien. C'était un bon twist, j'ai trouvé. Je sais pas ce que t'en as pensé. Là, quand t'en parles, je trouve ça bien. Mais sur le coup, moi, j'étais tellement persuadée que le twist, ça allait être qu'elle revenait à la réunion, tu vois, genre 25 ans après. Non, enfin, sa mort est très bien faite. Après... Je t'avoue que, ouais, encore une fois, j'ai pas ressenti d'enjeu pendant mon visionnage où je me disais comment Jackie est morte, est-ce qu'elle a été mangée par Shona ? Enfin, je te jure que je pensais même pas à ça, en fait. Je me suis pas plongée dans les mystères et les théories autant que j'aurais pu le faire. Et du coup, à la fin, je disais, ah, c'est triste. Enfin, tu vois, c'est tout ce que je me suis dit. Moi, je l'ai vu avec ma mère et on débriefait après sur toutes nos théories. Ouais, mais je pense que ça explique aussi beaucoup notre rapport sur Ami et sur Twin Peaks. Il y a un truc que je réalise progressivement, c'est que je déteste ne pas savoir. J'aime pas les devinettes, par exemple. Je déteste quand on me dit « devine, c'est quoi ?» Ça me rend ouf parce que je me sens bête. Et donc, quand il y a un mystère où il faut comprendre, ça m'énerve, ou alors juste je shut down et je veux pas y penser. Et c'est pour ça que j'aime les mystères de Twin Peaks, parce qu'il y a plein de choses qui sont inexplicables. Alors que là, tu sais que tout ce qui a été planté va avoir une explication. Et ça, j'avoue que je suis moins cliente. Ah, moi, je suis plus The Leftovers que... Moi, mon jeu préféré, c'était le Cluedo. Alors, je t'explique. Oui, non, mais je sais. Mais c'est pour ça, je pense aussi que là, je pensais vraiment adorer, parce que j'adore quand même les mystères et j'adore les twists. Mais je sais pas pourquoi, je suis pas rentrée dedans autant. Du coup, j'ai une question. Tu penses que c'est qui Adam ?
Je sais pas, c'est Adam, quoi. C'est l'amant de Shona. Oui, parce que Genre, je savais même pas qu'il fallait théoriser sur qui il est secrètement. Tu vois, pour moi, c'est vraiment... Enfin, si. Le problème, encore une fois, c'est que quand j'ai vu l'épisode où il arrive, il y a maintenant 3 siècles, je me suis dit, c'est quand même très étrange. Bah oui. It's the number of a body shop. I know a good guy there. He owes me a favor. Just give him a call. He'll take care of you. I'm Adam, by the way. Mais après, j'y ai plus pensé parce qu'il s'est passé plusieurs mois et Oui, que bah quand ouais. j'ai repris, voilà, et je me disais juste, il est très sexy. C'est quoi, toi, ta théorie sur Adam? Ma théorie, et après, en fait, quand j'ai regardé en ligne, c'est la théorie de tout le monde, donc je ne suis pas très originale, mais c'est que c'est Ravi, le petit frère de l'autre. Bah, parce qu'il disparaît en plus à la fin de la saison dans les bois, on sait plus où il est, donc on sait pas si on va le retrouver après, donc il se peut qu'il soit resté en vie sans qu'elle le sache. Et il a une connexion avec Shona qui est de plus en plus forte à la fin de la saison. Oui, voilà. On sent qu'il aime bien Shona, c'est elle qui est la plus gentille avec lui. Et en fait, Adam a un tatouage de montagne dans le dos. Et même le fait qu'il cible Shona comme ça, parce qu'en fait, ils se rencontrent à la suite d'un accident de voiture qui était bien pratique. Ouais. Et en plus, après, il la retrouve dans le lobby d'un hôtel où elle est en train de faire une filature sur son mec. Et il lui fait du gros rentre-dedans. Et Mélanie Linsky a beau être canonissime, on se dit que ça colle pas au début parce qu'il est plus jeune qu'elle. Oui, puis c'est une maman dedans. Enfin, no offense, mais c'est une maman de banlieue américaine qui fait tout ce qu'il y a de plus. Elle est jolie et elle est très charmante et moi, je la trouve très belle. Mais elle est mal fagotée aussi. Voilà, quand elle le rencontre, elle est vraiment habillée de manière complètement banale. Enfin, non, on mais se c'est dit ça. pas. Elle est pas mise en valeur, quoi. Ouais, voilà. Du tout. Alors que c'est vrai qu'elle est très belle, mais elle est pas du tout mise en valeur. Et du coup, il y a quand même un truc où on se demande pourquoi, d'un coup, il lui fait un rentre-dedans pareil. Donc moi, ça a tout de suite éveillé ma suspicion. Non, mais ça doit être ça, c'est sûr. Et voilà. Mais le truc qui est horrible, c'est que du coup, elle a tué. Bah, en même temps, c'était horrible qu'elle l'ait tué déjà à la base, non? Ouais, mais enfin, non, parce que moi, j'étais pas sûre de qui c'était. En même temps, ce qui est marrant, c'est que du coup, elles ont un rapport à la mort qui est quand même totalement tordu. C'est-à-dire que elle le tue et après, elle appelle ses potes pour qu'elles viennent l'aider à couvrir son crime et elles sont toutes là. Et aucune n'est choquée. Mais moi, c'était un de mes moments préférés, quoi. C'est que vraiment, elles arrivent, elles sont là. Mais Shona, tu l'as tué? Mais putain, t'aurais pu quand même lui poser des questions avant. Mais même son mari n'est pas choqué. Et c'est ça que j'ai adoré, en fait, dans ce retournement. C'est-à-dire que pendant toute la première moitié de la saison, on pense que son mari est un peu avec elle par défaut et parce qu'il y a eu un lien entre eux, parce qu'ils ont couché ensemble derrière le dos de Jackie et tout ça. Mais on comprend, lors d'un déjeuner qu'elle fait avec les parents de Jackie, avec lui, à un moment, il prend sa défense de façon très virulente face aux parents. Et j'ai trouvé cette scène géniale. Cool. Ouais. Parce que du coup, ça a renversé totalement. J'avais l'impression qu'au contraire, il était un peu au pit des parents et tout ça. Et là, en fait, d'un coup, tu te rends compte que non, il est très admiratif de sa femme et très amoureux. Et en plus, il est très bien gaulé, il prend soin de lui. Donc, on a un peu l'impression que, justement, elle est un peu mal fagotée et tout. On a l'impression qu'il y a un décalage entre les deux. Et on pense qu'il la trompe pendant toute la saison, alors que non. Et c'est ça, elle fait même une filature, elle pense qu'il la trompe. Et en fait, on découvre que pas du tout. Bon, il a un autre secret. Et ça, je l'avais deviné, j'étais très fière de moi. Ah ouais. Mais en fait, on se rend compte qu'il est amoureux d'elle, qu'ils se comprennent juste pas trop, mais qu'il connaît tous ses secrets, qu'il a lu tous ses carnets, donc il sait tous les trucs fucked up qu'elle a pu faire dans la forêt. Tous les gens qu'elle a mangés, voilà. il est au courant. Et il reste quand même avec elle. Et au contraire, on sent que ça le dérange pas plus que ça, quoi. J'ai pas trouvé ça si surprenant que ça, parce que ça me rappelait beaucoup Orphan Black. Le couple de Allison et son mec, je me souviens plus comment il s'appelle, mais où pareil, on pense que ça va pas du tout fonctionner, et ils sont hyper prépi, et en fait, quand elle lui dit j'ai tué quelqu'un, il est là, ok, cool, je vais t'aider, et ils se lancent tous les deux dans le crime, et c'est génial. Et ça m'a beaucoup fait penser à ça m'a fait penser à Better Call Saul aussi, mais c'est un truc que j'adore. Enfin, c'est hyper jouissif à regarder, et comme tu le dis, il y a un renversement qui est hyper jouissif, et ce personnage de Jeff est vraiment très très cool. Dans la fin, dans le dernier épisode, moi, mon moment préféré, mais c'est un moment d'horreur aussi, c'est quand la femme de Taïsa découvre... C'est génial, ça. Ça fait trop peur, déjà. Elle va dans la cave de chez elle et elle voit qu'il y a une trace de sang et elle ouvre... Il faut savoir que le chien a disparu. Voilà. Et elle ouvre une grille et le gamin est un peu chelou depuis le début et on ne sait pas si lui, il a un lien dans tout ça ou pas. Et on comprend après, un peu. Oui, voilà. Et après, on comprend qu'en fait, le problème vient de Taïsa, quoi. Et là, elle ouvre une grille dans la cave, elle rentre dans un tunnel. Donc déjà, j'étais la meuf, pourquoi tu fais ça? Enfin, vraiment, t'as jamais regardé de film d'horreur? Avec sa petite lumière de portable. Et là, elle voit une espèce d'hôtel avec la tête du chien coupée. Et genre un truc posé. Enfin, je sais pas ce qu'il y a d'autre, mais c'est... Il y a le symbole aussi qui était dans la forêt. Un peu comme une effigie. Et là,
ça, honnêtement, j'avoue que j'ai eu une très grosse réaction et j'ai trouvé ça génial. Moi aussi, j'ai adoré ce moment. Le truc, c'est, moi, la question que je me pose, c'est, on comprend que Taïssa fait des crises de somnambulisme. Elle bouffe de la terre quand elle est somnambule. Ça, c'est ma plus grosse question. Je veux comprendre pourquoi elle bouffe de la terre. Bah, moi, je veux comprendre ce que ça fait à son intestin, surtout. Mais ça, c'est ça ma plus grosse question. Tu sais, dans Top Chef, ils bouffent des trucs très chelous aussi. Mais du coup, elle bouffe de la terre. Et c'est ça, en fait, on comprend que son fils voit une femme méchante dans l'arbre. Et en fait, c'est sa propre mère qui est complètement fucked up. C'est horrible, c'est génial, j'adore. Et en fait, là, ma question, c'est est-ce que c'est pendant ces crises de somnambulisme qu'elle a coupé la tête du chien? Et je pense que oui. Et qu'elle a cet hôtel. Ou est-ce qu'elle est possédée? Ou est-ce que c'est juste une arnaqueuse incroyable qui fait toujours partie de... C'est une secte, en fait. On le comprend à la fin parce que y a Nat qui est kidnappé à la fin par des membres d'une... Ce qu'on comprend être une secte et on comprend que c'est la secte de Lottie. Donc la grande question, c'est est-ce que Lottie a survécu, quoi. Ouais. Ça, sans doute, puisque la meuf qui enquête sur toute l'histoire dit qui est Lottie. Oui, parce que Lottie a prélevé de l'argent sur le compte d'un des personnages qui meurt, mais il se peut que ce soit quelqu'un qui utilise son nom parce que c'était elle, la gourou de la secte, mais il se peut que ce soit pas elle, quoi. Oui, mais moi, je pense qu'elle est vivante, oui, Lottie. Moi aussi. Et je pense qu'avec le gamin de Taïssa, on nous a fait un premier red herring pour nous dire que... Enfin, on pensait que c'était lui qui s'en était pris au chien, etc. Et qui voyait un peu des trucs. Finalement, on nous dit que non et que c'est vraiment sa mère qui est un peu barjot. Je pense qu'on va encore avoir un nouveau revirement où je pense qu'il a quand même des trucs louches, le fils. Ah clairement, il a des trucs louches, papa. Il va pas très non, mais bien. je pense qu'on va avoir une révélation comme ça, ou qu'ils ont essayé justement de nous faire penser que non, mais qu'en fait si. Waouh. Et du coup, sur les petits membres de la petite secte qui viennent kidnapper Nathalie, j'avoue que là aussi, j'étais très choquée. J'ai hâte de voir où ça va aller. Et je pense que le truc pour lequel j'ai le plus d'impatience, j'ai lu aucune théorie en ligne, donc je sais pas si ça en fait partie, mais dans une des hallucinations de Lottie, dans un de ses rêves, elle est dans une espèce de truc sous terre, de couloir ou de truc, de bunker en fait. Et ça m'a tout de suite fait penser à Lost, voilà, et à la trappe. Et du coup, ça, j'aimerais trop que dans la saison 2, il y ait un truc où en fait, on se rende compte qu'il y a quelque chose sous la forêt. Et potentiellement, non mais c'est vrai, un laboratoire, un truc comme ça, parce que pour moi, la trappe de Lost, ça reste un des meilleurs twists de l'histoire de la télévision et j'aimerais trop qu'ils refassent ça. Je pense qu'elles sont pas seules, qu'il y a d'autres personnes. Et... Tu vois que t'as plein de théories. Oui, mais c'est pas des théories genre en mode Reddit. Je pense que Adam, en fait, c'est secrètement ravi, tu vois. Genre, c'est juste... Très clairement, il laisse la porte ouverte à plein de choses. Il laisse la porte ouverte à du surnaturel, à des questions d'esprit, de possession et de trucs comme ça. Et ça m'intéresserait beaucoup. Surtout avec la musique, avec les voix, genre... Ah. Moi, j'espère qu'il y a des esprits et ou déjà des gens un peu chelous dans la forêt. Moi, je veux des esprits, je veux du surnaturel, mais je veux surtout pas de laboratoire. Je veux pas un truc genre on a fait des expériences. J'aime pas quand on ramène ça. Ramenez pas la science là-dedans. La science occulte, oui, mais pas la science tout court. Ouais. C'est quoi ton moment préféré? Dans le dernier épisode, quand elles se réunissent toutes, elles viennent de se débarrasser du cadavre de Adam de manière assez badass, avec une crémation d'un cadavre, puisque Misty est aide-soignante. Et elles arrivent toutes à la réunion du lycée pour les 25 ans. Il y a The Offspring qui joue et elles arrivent au ralenti dans le gymnase où se déroule la réunion. Elles sont toutes sursapées. Et il y a un côté vraiment badass pour le coup que j'ai adoré et surtout qu'on vient de les voir traverser énormément de choses à l'âge adulte comme à l'adolescence et qu'en plus on sait qu'elles ont pleuré juste avant, qu'elles sont un peu traumatisées. Et là, c'est juste génial. Et après, quand Shona va voir un pote de son mari et le menace de le tuer, et elle lui dit si on te retrouve un jour, on te retrouvera pas, mais ça n'aurait pas d'importance dans tous les cas parce que je t'aurais défiguré. C'est vraiment trop cool. J'ai adoré. Surtout, en fait, ce qui est hyper grisant dans cette scène, c'est qu'elles sont devenues des phénomènes de foire un peu dans ce lycée parce que c'était la tragédie du lycée. Elles étaient déjà les stars avant et après, c'est devenu la tragédie. Et c'est les seules survivantes et il y a plein de rumeurs autour d'elles. Donc, tout le monde les attend. Et du coup, il y a tout un truc qui est fait autour d'elles. Et en plus, elles prétendent depuis des années ne pas se parler. Elles ont même des faux téléphones pour se parler ou des choses comme ça. Et là, d'un coup, elles arrivent... Pas capté ça. En fait, dans le premier épisode, on voit Shona qui ouvre son coffre-fort pour choper le portable pour appeler Taïssa. Et elles se retrouvent dans un endroit discret et tout ça. Et en fait, elles sont en contact toutes ensemble depuis des années, mais sans se le dire. Et dans le premier épisode, Shona dit à une fausse reporter que, en fait, elle n'a pas de contact avec elle. Là, elles arrivent toutes ensemble. Donc, très clairement, c'est un peu la crew, quoi. Mais ça fonctionne très, très bien. C'est un super moment. Ouais, et en plus de savoir qu'elles sont adulées, on les qualifie littéralement d'héroïnes, alors qu'on vient
vient de les voir bouffer des gens et tuer des gens pendant toute la saison. C'est très subversif. Je sais pas si c'est mon moment préféré, mais un des premiers moments où j'étais là, wow, c'est quand Misty découvre la boîte noire de l'avion, alors qu'elle est en train de faire pipi dans les bois, et qu'elle décide de la détruire pour pas qu'il soit retrouvé, parce qu'elle a enfin trouvé sa raison d'être. Enfin, elle est nécessaire. Enfin, elle est aimée. Bon, elle va pas l'être pendant longtemps, mais elle l'est pendant un moment. Et elle décide de la détruire, et j'étais là, c'est génial. Non, moi, ce que j'avais beaucoup aimé dans ces premiers épisodes, mais du coup, j'en ai très peu de souvenirs, c'est quand elle coupe la jambe du coach, quoi. Ah ouais, ça c'est génial. Parce que là, tu dis, ah oui, elle est vraiment barjo. Oui, quand la cautérise mais toute sa relation avec le coach est géniale parce qu'elle essaie de l'empoisonner à peu près 3 fois parce qu'elle veut qu'il l'aime. Ben, is everything okay? Stop. You poisoned me. Why? That's a very strong word. No, Misty. Why? I have these feelings for you, and Et il dit même, je crois qu'elle m'a encore empoisonné. C'est ça. Et lui est absolument génial. C'est un super personnage. D'ailleurs, je suis triste parce que je pense qu'il est mort, à mon avis. Parce que sinon, il aurait arrêté leur connerie très, très vite. Parce que c'est un peu la voix de la raison à chaque fois, le coach. En même temps, il est poussé à bout. Donc, il y a peut-être un moment où il va vriller. Hein, je sais pas. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu prédis pour la suite, puisqu'il y aura une saison 2 ? Moi, je pense que la saison 2, ça va vraiment être sur le cannibalisme, très clairement. Parce que là, on n'en a pas eu beaucoup au final. On a eu la scène d'ouverture, mais après... Non, on n'en a eu pas du tout. Oui, voilà, elle est hyper déçue, Anaïs. Non, mais parce que ça a été un élément très marquant de leur expérience, de toute évidence. Mais là, toute la première saison est concentrée sur justement comment elles vont arriver à ça. Parce qu'au début, elles chassent des animaux, elles arrivent à survivre. Et puis, on voit que quelques mois, alors qu'on sait qu'il y a eu 19 mois. Donc, on sait qu'il y a encore beaucoup de matériel à développer dans les futures saisons. Ça, c'est cool. Là, la saison se termine pile quand l'hiver commence. Donc, on sait que ça va être le début des emmerdes. Enfin, c'était déjà un peu les emmerdes avant, mais là, ça va vraiment être les emmerdes. Et ça, j'ai très, très hâte de le voir. Et je pense que du coup, il va y avoir tout un développement autour de la secte et autour de Lottie. Et j'ai très hâte de voir qui ils vont sélectionner pour être Lottie aujourd'hui. Et toi, tu prédis quoi pour la suite, justement ? Je pense, moi, qu'on va découvrir d'autres éléments sur la forêt. C'est-à-dire que, encore une fois, je pense qu'il n'y a pas que elles qui sont poussées à bout. Je pense qu'il y a d'autres personnes dans la forêt ou qu'il y a eu d'autres personnes qu'elles vont trouver peut-être des choses ancestrales ou j'en sais rien. Mais le mec qui s'est suicidé, il a une histoire aussi. Et je pense qu'on va découvrir d'autres choses sur ce qui s'est passé dans ces bois. D'ailleurs, on l'a vu dans une vision, dans un rêve. Ouais, donc, ça, c'est très, très cool. Et j'espère qu'on va avoir plus de développement sur la vie amoureuse de Nat, parce que honnêtement, c'est ce qui m'intéresse le plus, à la fois avec Travis à l'adolescence et avec le très mignon Kevin tellement. À l'âge adulte. Franchement, je suis à fond pour ça. Moi aussi. C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci les Pickies de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. À très vite. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez. Il y a un autre truc aussi que j'ai oublié de dire, c'est que j'avais l'impression que tout le monde disait c'est choc, ça va être incroyable, c'est gore, c'est violent. Et déjà, bon, on l'a dit, au final, il n'y a pas beaucoup d'horreur, mais je pense aussi que pour moi, le cannibalisme, c'est pas un truc hyper choquant. En fait. Je sais pas pourquoi, mais ça a jamais été pour moi le truc le plus... Enfin, tu vois, pour moi, il y a des trucs beaucoup plus glauques dans la vie que le cannibalisme. Ah oui, moi aussi. Mais d'ailleurs, je suis d'accord dans le sens où, pour moi... Enfin, ça fait trop horrible. Non, mais en fait, pour moi, si tu bouffes des animaux... frisson par rapport à ça, alors que... C'est un énorme tabou. Mais en fait, pour moi, si tu bouffes des animaux, bouffer des humains... Enfin, après, le truc... Non, mais je vais pas bouffer un humain. En fait, le problème, c'est de tuer un humain pour le bouffer. Oui. Mais s'il est déjà mort et que t'es dans une situation de survie et que tu le manges, ça me choque pas. Il y a rien d'autre autour, quoi. Il y a des gens qui donnent leur corps à la science. Il y en a d'autres qui donnent leur corps à la survie des gens dans des situations de survie. C'est ça, et on les remercie. Voilà. Mais, dans une situation normale, c'est non, le cannibalisme, très clairement. Bien sûr. Mais c'est vrai que même dans Hannibal, tu vois, je sais que c'est un truc où ça procure vraiment un vrai frisson d'excitation pour certains de se dire il est en train de cuisiner des humains. À chaque fois, je suis là, bon, franchement, je sais pas, il y a bien plus hardcore dans la littérature horrifique, tu vois. Après, c'est aussi, j'ai grandi avec un de mes films préférés, c'était Beignets de tomates vertes, où il y a une scène d'anthologie où elle tue le mec qui frappe l'une d'entre elles et elle le serve dans un stew qui est délicieux apparemment.
Bah ouais, non, Voilà. mais... ouais, moi c'était Le silence des agneaux. Et du Oui, coup, bah moi aussi. ouais. Ma mère avait été vraiment dégoûtée par ça. Moi, j'étais là, bon. Ouais, c'est ça a l'air bon, quoi. Non, j'ai pas envie de le manger et je le ferai pas. Mais non, Avec un petit Chianti, Marie. Mais jamais je tuerai quelqu'un. Déjà, je veux que ça se soit... C'est ça, clair. Que ce soit clair. Et je tuerai pas quelqu'un pour le manger. Hein. Mais encore une fois, si j'ai eu un crash d'avion dans les Andes et qu'il y a des cadavres dispo et qu'il y a rien d'autre à manger et que c'est une question de survie, je comprends que ces joueurs de rugby ou de je sais pas quoi l'aient fait. Mais moi aussi. Bah voilà. Mais évidemment. Et puis si en plus il y en a un qui est particulièrement relou... Ça, c'est un très bon moyen de faire d'une pierre deux coups, tu vois. Ce podcast ne cautionne pas le cannibalisme. Oui, qu'on soit clair. Qu'on soit clair, parce que là, vraiment, les gens vont se dire, elles sont hyper fucked up. Clair. Mais c'est vrai, hein. Mais c'est vraiment... On cautionne pas ça. Pour moi, il y a bien pire. Tu peux faire bien pire à quelqu'un que le manger. Bah, surtout s'il est déjà mort, quoi.